Bonjour à tous. Le Bénin a un tout nouveau patron pour sa diplomatie depuis hier. Sauf que ce n'est pas le diplomate Grandet qu'on attendait. Les journaux ont fait le constat et dressent le profil du tout nouveau ministre des Affaires étrangères. Nous ferons nos échanges dans une demi-heure à ce propos. Notre débat de ce matin porte sur les nouvelles orientations à attendre de la diplomatie béninoise à partir du profil du numéro un qui va la porter. Dans la rubrique économie de ce mercredi, Jacques Degbe nous propose d'aller découvrir les conditions de l'entrepreneuriat agricole à Parakou, la grande ville du nord du Bénin. Comment les acteurs s'en sortent-ils? Ont-ils vraiment les ouvertures espérées? Nous posons le débat après avoir donné la parole à quelques acteurs du secteur. Un dernier sujet au menu d'Actu Matin ce matin, la vie artistique et culturelle à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants ne manquent pas d'inspiration pour maintenir en eux la flamme de leurs origines. Des activités culturelles et artistiques par ici, des jeux sportifs par là-bas et plus loin, des innovations singulières pour se démarquer du quotidien national. La fête du Gari, par exemple, on en parle d'Actu Matin avec le directeur adjoint de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Ce sera de la quatrième partie de cette émission. Bonjour encore une fois, bienvenue. Allez, nous ouvrons donc avec fraternité comme à notre habitude par ici sur Actu Matin. Si vous nous rejoignez, c'est bien la matinale de votre télévision préférée, Fraternité, haute juridiction au Bénin. Place au chapitre 7 de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un président attendu au carrefour de la démocratie. Biographie des 7 nouveaux sages, impression de quelques citoyens. Le journal a fait un gros dossier sur l'affaire. Remaniement technique du gouvernement, Tchengoumba Kari, le tout nouveau patron de la diplomatie béninoise. Et puis match Bénin-Sénégal du 17 juin 2023. Du 109 injecté au Guépard, convoqué par Jeanne Aurore. Vous avez les détails de cette information à la page 6 du quotidien qui est pareil à Ménotin. Matin libre, présidence de la Cour constitutionnelle, la septième mandature commence comme la sixième. Le privatiste Dorothée Sosa prend le panier et confirme les pronostics. Talons pas jusqu'au boutiste de la promotion de la femme. Que devient le recours des démocrates? Noureni Atali se confie à Matin libre. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, Thiago Bakari, preuve que Talon tient au Nigeria. Nous passons à l'événement précis, prestation du serment 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les 7 nouveaux sages s'installent, Dorothée Sosa élu président. Et puis, l'autre quotidien, prestation hier de serment à la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, président de la 7e mandature, les défis des nouveaux sages de la Cour. Le Télégramme, installation officielle de la Cour constitutionnelle 7e mandature, les conseils de Patrice Talon aux nouveaux conseillers. Le matinal, diplomatie béninoise, Olusegun Bakari, nouveau patron. Dans Sud Quotidien, ministère des Affaires étrangères, le premier chantier qui attend Bakari. Le Soleil Bénin Info, Tchengoum Bakari aux commandes du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Aurélia Benossi. Les dessous de cette nomination stratégique de Patrice Talon. Préparatif du BEPC 2023 au Bénin, le directeur des examens et concours, Roger Koudou Adinou, rassure le ministre Yves Kouaro Chabi. L'économiste Africa CEO Forum 2023 en Côte d'Ivoire, la thérapie du président Serge Ekoué pour les secteurs agricoles locaux. Coopération multilatérale, talon attendu au sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Et nous retournons à Fraternité, haute juridiction du Bénin, place au chapitre 7 de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un président attendu au carrefour de la démocratie. Biographie des 7 nouveaux sages à découvrir dans les colonnes du quotidien. Vous avez aussi à lire les impressions de quelques citoyens à propos de cette cour-là. Et puis, remaniement technique du gouvernement.
Thiago Bakary, nouveau patron de la diplomatie béninoise. Match Bénin-Sénégal du 17 juillet prochain. Du 109 injecté au Guépard convoqué par Geno Rohr. Ainsi donc, l'actualité à la une des publications ce matin. Si vous achetez Fraternité, dans votre exemplaire, vous avez à la page 3 par exemple, toute la biographie de chacun des membres des 7 sages de la nouvelle Cour constitutionnelle. Vous avez par exemple leurs photos, leur parcours professionnel, leur origine professionnelle et tous les détails. À la page 2, vous avez les impressions de quelques citoyens, certains qui sont bien en vue, qui sont connus sur la place publique et sur la scène publique. Par exemple, Noël Chadare, qui est quand même le secrétaire général de la COSI Bénin. On souhaite qu'ils oublient ceux qui les ont nommés et qu'ils jouent vraiment leur rôle de ça, dit-il à la page 2 du quotidien Fraternité. Vous avez d'autres qui sont moins connus que le premier que je viens de citer. Il y a par exemple Jacob Djogui qui est enseignant, un jeune acteur politique. Il dit « J'invite les nouveaux membres à œuvrer dans l'intérêt général de la nation ». Vous avez l'album photo à la page 5 de la cérémonie d'installation donc, de ces 7 nouveaux sages à la Cour constitutionnelle. L'autre actualité qui pourrait vous intéresser, c'est justement la liste des 23 joueurs sélectionnés par Geno Rohr pour affronter le Sénégal à match comptant pour les éliminatoires Côte d'Ivoire prochaine. Vous avez à la page 6 du quotidien Fraternité, la liste de ceux qui ont été convoqués. On connaît ceux qui sont habitués, des gens comme Alagbe Saturnin, des gens comme Khaled Adeno au niveau de la défense. Par contre, on a aussi d'autres revenants comme Marcel Dandinou qu'on avait aperçu quelque temps au niveau de la sélection et qui a disparu, ou d'autres nouveaux visages comme Serge Obossa. En tout cas, de tout cela, on parlera tout à l'heure avec Ali Moumouni quand on sera à l'étape de l'actualité livrée côté sport. En attendant, on va voir un peu de quoi retourne l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 BD, c'est le bulletin de l'information. William Cliquin est là. William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Et comme pressenti depuis la désignation des conseillers à la Cour constitutionnelle, et là j'évoque vos titres au niveau du bulletin de l'information, et bien Dorothée Sousa, le nouveau président de la plus haute juridiction en matière de protection des droits de l'homme et de contrôle de constitutionnalité des lois. Il a été élu hier comme vice-président de l'institution. On a Nicolas Assogba, après la prestation de serment de 7 sages à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu leur serment et les renvoie à leur fonction. Et puis un autre titre à découvrir dans votre bulletin, c'est la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments aujourd'hui, mercredi 7 juillet 2023. Satisfaction pour les autorités en charge du secteur agricole au regard des dispositions prises pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message au peuple béninois par le biais de la secrétaire générale du ministère que vous apercevez sur vos écrans. Vous allez l'entendre en propos tout à l'heure. La transition pour le bulletin. L'autre actualité qui a marqué la journée de ce mardi, William Cliquin, le gouvernement béninois enregistre l'entrée d'un tout nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Thiago Bakary. Récemment nommé Tanguy, ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République du Bénin. Il était aussi ministre conseiller à la présidence du Togo. Il est donc appelé à occuper désormais le poste de patron de la diplomatie, ministre des Affaires étrangères. Il aura pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique extérieure du gouvernement dans les domaines de la coopération bilatérale et naturellement multilatérale, sans oublier l'intégration régionale et la politique étrangère générale du Bénin. Tanguy, vous l'avez annoncé en titre et on en vient à cette actualité. Les membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle récemment nommés sont officiellement installés depuis hier. Ils ont prêté serment ce mardi devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Les nouveaux 7 sages disposent d'un mandat de 5 ans pour relever les défis de la démocratie qui s'imposent dans le respect de la Constitution. C'est en effet l'article 7 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui dispose qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment
devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Et donc ce 6 juin 2023, l'équipe de la 7e mandature satisfait de façon solennelle à cette exigence. L'exercice est individuel, chargé d'émotions et traduit l'engagement de chacun des 7 membres à remplir fidèlement sa fonction en toute impartialité et à garder le secret des délibérations et des votes, tout ceci dans le respect de la Constitution. Je le jure. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Moi, Dandy Niamou, je le jure. Le chef de l'État dit avoir reçu le serment de ces nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Patrice Talon leur a par ailleurs exprimé la confiance de toute la nation avant de les renvoyer officiellement à leur mission. Vous exprimez au nom du peuple béninois tout entier notre confiance. Vous exprimez notre gratitude pour avoir accepté d'assurer cette charge. Nous n'avons aucun doute que vous l'assumerez avec responsabilité et honneur. Je saisis également l'occasion pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur, dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier. Vive le Bénin. La Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et il faut préciser qu'à l'issue des élections qui ont eu lieu toujours dans la journée de ce mardi, selon un communiqué de presse rendu public par Gilles Ballet, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Kossi Dorothée Sosa, le professeur d'université, est le nouveau président de l'institution constitutionnelle. Nicolas Assogba assure la vice-présidence, toujours selon ce communiqué. La passation de service du président sortant et entre le président sortant et le nouveau président va se dérouler aujourd'hui même, dès qu'il sonnera 10 heures. On va parler maintenant de cette journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. Ici au Bénin, c'est une satisfaction pour les autorités du secteur agricole au regard des dispositions prises pour assurer la sécurité sanitaire des aliments ici au pays. En prélude à l'événement, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message au peuple béninois, message porté par la secrétaire générale de ce département ministériel que je vous propose d'écouter. Le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Pour l'année 2023, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Les normes alimentaires sont un moyen de garantir la sécurité et la qualité. Elles indiquent aux agriculteurs et aux transformateurs comment manipuler de manière hygiénique les aliments. Elles définissent les limites maximales d'additifs, de contaminants, de résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires que chacun d'entre nous peut consommer sans danger. Les normes de sécurité sanitaire des aliments nous protègent tous et protègent les moyens de subsistance de nombreuses personnes. Elles définissent les critères que les produits alimentaires doivent respecter pour que les consommateurs soient protégés et qu'ils aient confiance dans le produit. À ce jour, l'arsenal normatif et réglementaire du Bénin sur les produits agroalimentaires regorge de plusieurs normes, lois, décrets et arrêtés
portant sur divers aspects de la sécurité sanitaire des aliments, conditions de production, de transformation et de commercialisation, et sur divers produits, ananas, anacarde, soja, karité, miel, etc. Malgré ce dispositif normatif mis en place par notre pays, il existe encore des défis liés essentiellement à l'extension de l'élaboration des normes nationales aux autres produits agricoles non encore couverts, l'harmonisation des normes nationales aux normes sous-régionales, régionales et internationales. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à œuvrer en partenariat avec toutes les autres parties prenantes et les partenaires techniques et financiers de la sécurité sanitaire des aliments à la réalisation de l'état des lieux des produits prioritaires ne disposant pas de normes nationales et à l'élaboration de celles-ci. L'intensification de la sensibilisation des acteurs du secteur agroalimentaire sur l'utilisation des normes alimentaires en vigueur et l'accompagnement des acteurs du secteur agroalimentaire à la certification aux normes de leurs produits et de leur processus de production. Françoise Assogba, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au micro d'Henri Ganti et Teddy Goudalo à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. C'est avec elle, Tanguy, que ce mini-journal s'achève. Merci. À vous, William Cliquant, avec vous, le bulletin de l'information qui s'achève ainsi. C'est une très bonne journée. Merci. On se voit à demain. Mesdames et messieurs, place à un autre bulletin. Cette fois-ci, concernant l'actualité des sports, voici Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. On va parler football, surtout dans Sport Matin de ce matin. Voici déjà la transition. L'actualité depuis hier dans ce domaine-là, c'est qu'on connaît la liste des guépards retenus pour le match face au Sénégal. Le sélectionneur a convoqué 25 joueurs, Ali. Oui, Tanguy, c'est exact. Ils seront 25 au prochain regroupement qui démarre le samedi 10 juin 2023 à Cotonou. Bien entendu, dans le cadre de la rencontre Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À ce sujet, Gernot Rohr s'est expliqué lors de la conférence de presse qu'il a donnée hier. Suivez. 25 parce qu'il y a quelques incertitudes pour des joueurs qui ont été touchés. D'ailleurs, on a perdu quelques joueurs sur blessure qui sont carrément out, comme Kiki, qui a une fracture du tibia, comme Doremus, qui est blessé également. Et on a un autre joueur qui est touché, mais qui est quand même sur la liste parce qu'il espère pouvoir revenir, c'est Kuntanji Cédric. Mais c'est avant tout le bonheur de pouvoir jouer un grand match ici. On a eu la victoire au Rwanda sur le tapis vert. C'est une obligation pour nous maintenant de faire un bon match et de faire tout pour être digne de cette deuxième place. Vous l'avez bien compris, il y aura donc des absences pour cette explication. Et donc voilà pourquoi le sélectionneur franco-allemand a convoqué 25 joueurs sur cette liste, bien entendu, des 25 joueurs des Guépards, Il y aura donc les 3 gardiens de but convoqués lors du dernier regroupement sont tous présents. Saturné Alagbe, Marcel Danginou ou Sergio Bassa de l'association sportive de Cotonou. En défense, il y aura Khaled Adenon qui évolue donc du côté de Dossa Katokopias. Bien sûr, c'est dans le championnat chypriote. Brandon Agounon de Orléans qui découvre la compétition, Youssouf Assogba, Sédé Kountonji, Rachid Moumini, Rabio Sankamao, Mohamed Tidjani et puis Olivier Verdon. Au niveau de la défense, les milieux de terrain sont 6. Matteo Arlenvi revient toujours, Dodo Doku, Prince Ricardo Dossou de l'AS Fo, Hassan Moran de l'Autopopo, Rodrigue Kossi de Club africain, les sociétés bien entendu des Buffles FC de Borgo, Junior Laïtan de Chamaniote. Et puis pour finir, en attaque, on a Stéphane Sessegnon, Khalid Djangbata, Jodel Dossou, Andreas Huntonji, Marcelin Kokbo, Steve Mounier, Sebio Sokou. Et puis pour finir,
Tosin Ayegun de FC Zurich. Sur cette liste de Genotro, il faut noter simplement la présence de 5 joueurs locaux, 4 nouveaux joueurs et 7 jeunes joueurs Tanguy de moins de 21 ans, dont Prince Ricardo Dosso, ce jeune joueur de moins de 17 ans qui évolue, donc de moins de 18 ans, pardon, qui évolue du côté de AS, voilà, du côté de l'AS Vaud, de cette formation de la vallée de Lemay. Ah, c'est la vallée de Lomé. Voilà, la question est posée donc au sélectionneur de Guépa Genotoro sur le choix porté sur ce jeune joueur qui n'a pas encore 18 ans, qui fait partie de son effectif. Genotoro, suivez sa réponse. Ce joueur dans un match Cotonou 2, il me semble, et il a joué donc contre l'AS Cotonou. Il y a des entraîneurs collègues français que je connais bien qui m'en avaient déjà parlé. Et puis j'ai vu en effet un joueur extraordinaire sur ce match-là. 17 ans, dans des conditions très difficiles. Un terrain pas en très bon état, une chaleur terrible, et il nous a sauté à l'œil. Donc, du coup, on l'a suivi, on a regardé encore une fois, quelqu'un d'autre l'a vu. Et puis, on l'a revu. Et dans tous les matchs que nous l'avons vu, il va vite, il est gaucher, il protège bien son ballon. 17 ans, ils ont comme les grands joueurs ont tous que Osimhen, je l'avais à 17 ans. Messi a commencé à 16 ans. Je ne veux pas dire que ça va devenir un Messi, mais il a beaucoup de qualités. Je suis très heureux de l'avoir découvert. Et donc, ce n'est pas une question d'âge. Si quelqu'un est surtout un jeune bon, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Donc, à l'image de Prince Ricardo Dosso, ce jeune joueur Tanguy de moins de 18 ans, et donc c'est désormais une équipe jeune que Genotro présente pour la suite de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, à l'exception de Stéphane Session et Khaled Adeno, bien entendu, qui conduisent toujours le groupe, les doyens, bien entendu, les anciens, les grands douaniers, les plus expérimentés, bien sûr, c'est un choix difficile. On va dire. Et cela veut dire que l'équipe béninoise, bien entendu, est dans une phase transitoire. On va sur Genotro qui nous explique en fait pourquoi le choix des jeunes. On est là, pas pour un match, on est là pour essayer de bâtir une équipe pour le futur. Et pour bâtir une équipe pour le futur, il faut des joueurs jeunes, il faut des joueurs nouveaux. Et il faut essayer d'améliorer parce que les résultats, comme vous l'avez vu, et l'âge, ces chiffres sont là. Donc le choix, c'est de préparer l'avenir. Ça sera toujours, même si on gagnait contre le Sénégal, même si on faisait cet exploit de battre les champions d'Afrique, il faudra toujours faire un résultat probablement au dernier match au Mozambique. Donc la qualification est toujours très 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 difficile, mais on travaille pour la suite déjà. Et on voudrait faire une bonne qualification pour la Coupe du Monde qui va suivre. Quelle sera la stratégie des Guépa pour cette rencontre? Ce qu'il convient de retenir, c'est que le match contre le Sénégal est très important, même si celui de la dernière journée face au Mozambique l'est encore plus. En attendant, voici comment Genotro pense aborder cette rencontre de la 5e journée. On veut jouer, on est à la maison, on n'a pas de complexe, on sait que ça va être difficile, mais il faut jouer, on va dire, avec des fondations solides. Si vous voulez jouer, vous jetez tout de suite dans la gueule du loup, ça ne va pas être facile. Il faudra avoir d'abord une bonne assise défensive, et on sait que c'est pas évident, parce qu'on a beaucoup plus de joueurs offensifs qui jouent au niveau que défensifs. On a ces deux jeunes-là qui sont sur les côtés, peut-être qu'ils vont avoir l'opportunité de commencer. On a ce garçon qui vient d'Orléans, on va le découvrir. Ils sont là pour la première fois, c'est pas facile. On a d'autres qui ont déjà, contre le Rwanda, quand même fait preuve d'une certaine présence, notamment Doku Dodo, qui nous a donné satisfaction. Et voilà, donc on va voir. Je pense qu'on peut avoir une équipe conquérante qui peut procéder par des attaques rapides. On n'est pas prétentieux, on ne pense pas pouvoir dominer, avoir une possession de balle de 80% contre le Sénégal. Mais ce qui compte, c'est l'efficacité. Et essayer, quand on a le ballon, avec des attaques
rapide de les mettre en difficulté. Vous l'avez compris, 25 joueurs convoqués, une équipe jeune qui est mise en place pour le futur. Tanguy, le regroupement démarre le week-end prochain. On va croiser les doigts, on va prier pour le 11 national, on va espérer l'exploit à Cotonou et le surexploit du côté du Mozambique. On va garder les lacets de nos sabots bien loués et on va passer les frontières nationales à l'Emomoni pour parler de Samuel Chikwueze qui a été désigné meilleur joueur africain de la saison de la Liga. Oui, l'information a circulé hier sur les différentes plateformes sociales et surtout sur la page Twitter de son club Villarreal, malgré une entame de saison un peu compliquée pour l'ailier nigérian de Villarreal. Il a largement progressé au cours de la saison, surtout avec l'arrivée de l'entraîneur Keke Setien. L'international nigérien a terminé la saison avec 13 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il s'agit de la saison la plus productive du joueur de 24 ans depuis son arrivée au stade de la Ceramica. Avec ses performances impressionnantes, il se retrouve actuellement sur la tablette de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid, Aston Villa ou Newcastle, qui est désormais qualifié pour la Ligue des Champions, Tanguy. Et c'est tout pour l'information sportive de ce matin. Merci beaucoup, Ali Moumouni. Mesdames et messieurs, si vous voulez continuer à avoir en tout cas des détails sur cette nouvelle liste du sélectionneur national, achetez Fraternité, allez à la page 6. Le journal nous renseigne sur d'autres aspects de cette liste-là. La moyenne d'âge passe de 26 à 24 ans, par exemple. Achetez Fraternité, informez-vous. C'est le meilleur journal à Cotonou. Ali, bonne journée. À demain. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu. Le temps de revenir par ici pour décrocher notre téléphone et appeler Jacques Degbé. Là, on sera au rendez-vous économie. Nous voici donc à l'escale économie de ce mercredi matin. Nous allons parler entrepreneuriat agricole, mais focus sur la ville de Parakou et notre chroniqueur est déjà en ligne. Jacques Degbé. Jacques, bonjour. Est-ce que Jacques m'entend? Oui. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Comme je l'annonçais, on va parler entrepreneuriat agricole. C'est l'une des options les plus évoquées ces dernières années pour juguler le chômage et le sous-emploi des jeunes. Est-ce que cette idée prend à Parakou, par exemple? Je crois qu'on peut déjà commencer par répondre par l'affirmatif. Oui, parce que comparé à il y a encore 5 ans, 10 ans, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui optent aujourd'hui pour l'entrepreneuriat agricole, l'agrobusiness si vous voulez, avec bien sûr une modernisation par rapport à ce qui se faisait
entre-temps, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus forcément les outils archaïques tels que la houe, la daba, le coupe-coupe qu'utilisaient nos parents entre-temps. Mais aujourd'hui, on parle plutôt d'entreprises agricoles avec un plan d'affaires bien ficelé, un financement à aller chercher auprès des institutions financières lorsqu'on n'a pas ses propres fonds, des matériels beaucoup plus modernes pour améliorer la productivité. Bref, on est en train de traverser progressivement l'époque de l'agriculture de subsistance, se diriger, comme je vous le disais, vers des entreprises agricoles capables de produire à des échelles plus élevées. Donc aujourd'hui, avec le taux de chômage et le taux de sous-emploi très élevé, mais aussi avec les différentes sensibilisations, il y a comme un déclic qui est en train de s'opérer dans la tête de quelques jeunes qui ont compris que aller à la terre, ce n'est pas forcément un échec dans la vie. Aller dans l'agriculture, cela ne veut pas dire tout de suite que vous serez marginalisé. Non, on peut donc aller à l'agriculture, être agro-businessman et devenir millionnaire, devenir milliardaire, réaliser beaucoup d'objectifs dans sa vie. C'est vrai qu'ils sont encore nombreux, ceux-là qui pensent qu'il faut forcément passer un concours au niveau de la fonction publique, travailler dans les bureaux pour pouvoir se réaliser. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui à Parakou, la mentalité commence petitement à changer. J'ai quand même pu faire le constat sur le terrain. Et je peux vous le confirmer. Les produits qui sont les plus cultivés, ce sont globalement les produits maraîchers, la tomate, le piment vert, ce que nous appelons le goma aussi, et les laitues, la carotte. Mais ajouté à cela, il y a également les produits de rente, tels que le soja, tels que le maïs, le coton et bien d'autres produits. Ceux qui sont dans la transformation de ces produits-là, ceux qui sont également dans la commercialisation. Aujourd'hui, tenez-vous tranquille, dans la région économique de Parakou, on n'a pas de chiffres précis en ce qui concerne les entreprises agricoles, mais les entreprises, tous secteurs confondus, on est à plus de 12 600 rien que dans la région économique de Parakou, selon les statistiques qui nous ont été fournies par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est bien impressionnant. Justement, quelles sont les difficultés, ces obstacles qui émoussent un peu les ardeurs des jeunes sur le chemin de l'entrepreneuriat agricole, ces jeunes que vous aviez rencontrés sur votre chemin pendant l'enquête? Oui, alors les difficultés, comme il fallait s'y entendre, sont nombreuses. D'abord, de mon analyse personnelle ajoutée à celle des acteurs sur le terrain, le premier problème est la formation. La plupart de ces jeunes n'ont souvent pas les rudiments nécessaires ou parfois ne savent même pas par où commencer dans ce monde de l'agrobusiness. C'est vrai qu'il y en a qui sortent de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou ici, d'autres des lycées techniques agricoles, mais beaucoup ne savent véritablement pas de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'agrobusiness, malgré leur volonté de réussir. Et au finish, on se rend compte globalement qu'il faut encore à ce niveau améliorer les choses, améliorer surtout la formation en entrepreneuriat agricole pour amener encore plus ces jeunes à s'y intéresser. Autre obstacle, et ça vous pourriez déjà deviner, il s'agit bien sûr des difficultés d'accès au financement. Ce n'est jamais facile, surtout pour ceux qui débutent dans ce secteur, d'avoir la confiance des établissements financiers. L'autre obstacle, vous avez déjà, vous suivrez d'ailleurs le jeune John Dari, un entrepreneur agricole ici à Parakou sur le sujet, c'est la concurrence avec les entreprises étrangères. On va même parler des firmes qui produisent à grande échelle et qui instaure une concurrence difficile assurée par les entreprises locales avec des prix moins élevés pour ce qui concerne ces entreprises étrangères. On pourra aussi parler des problèmes à obtenir la certification pour les produits, parlant de ceux qui sont dans le secteur de la transformation, l'absence de subvention de l'État pour accompagner ces jeunes parce que le FNDA, est devenu pas trop fonctionnel comme espéré au début, l'absence de formation et tout ça sont autant d'obstacles qui perturbent, ne permettent véritablement pas aux jeunes d'exceller dans l'entrepreneuriat agricole. Alors ça c'est un récapitulatif. Maintenant sur le terrain, vous aviez vu beaucoup d'autres choses qu'on peut revoir dans cette réalisation que vous aviez faite. On va rapidement à la régie, on revient pour suivre l'entretien.
Face au taux de chômage et de sous-emploi élevé, tous les observateurs s'accordent pour reconnaître que l'entrepreneuriat, et surtout l'entrepreneuriat agricole, est la solution pour nous sortir de crise. À Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, la jeunesse semble commencer par comprendre le message. Nous avons des jeunes aujourd'hui, soit diplômés sans emploi, soit déscolarisés, qui font carrière dans le secteur agricole. Et ils le font de façon plus moderne que ce que nous avons connu par le passé avec nos parents. Autrement dit, ils ne vont plus à l'agriculture avec la houe ni les coucoupes, mais ils le font comme une entreprise agricole au sens réel. Ça veut dire qu'ils définissent en fait l'ensemble des composants d'une entreprise, à savoir les coûts de production, les différents charges, et puis éventuellement le chiffre d'affaires attendu pour dégager effectivement si l'activité peut être rentable ou pas. Avec des hommes et des idées novatrices, loin de l'agriculture de subsistance d'entretemps, plusieurs jeunes se sont tournés vers la terre, même s'ils se heurtent à plusieurs obstacles. Au-delà d'abord de difficultés de financement qui est transversale à la plupart des secteurs de l'entrepreneuriat, il faut noter la question de rentabilité dans le secteur de l'agrobusiness. Il y a aussi le côté industrialisation de l'agriculture qui n'est pas encore à la hauteur. Nous, jeunes dans le secteur, n'ayant pas de matériel et équipements adaptés, nous sommes confrontés à une faible production face à un marché international qui déverse des produits sortis de la production à l'échelle qui viennent avec un prix de vente très très compétitif. La bonne nouvelle cependant est que ces difficultés peuvent être surmontées. La première des choses, c'est de se faire former. Il faudrait avoir un minimum de moyens que ce soit technique, il faut être techniquement bien. Il faut avoir également des moyens financiers pour acheter des semences ou des sujets pour le démarrage. Il faut aussi avoir les moyens pour avoir la terre, parce que c'est la terre qui reçoit toutes ces cultures-là, que ce soit en élevage, en agriculture ou en pisciculture, c'est la terre. Alors, si tout ça est relié, il faudrait aussi un accompagnement technique de ces jeunes-là. Au jour d'aujourd'hui, plus spécifiquement dans la juridiction ici, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités à travers nos programmes de formation, dans l'accompagnement de la gestion de ce type d'entreprise auxquelles nous associons surtout des questions de normalisation, c'est-à-dire d'accès au marché. Et parlant justement de marché, le déséquilibre entre l'offre et la demande constitue aujourd'hui une grande opportunité à saisir par ces jeunes qui se lancent dans l'agrobusiness, qu'ils soient dans la production, la transformation, la commercialisation. Il y a un manque en ce qui concerne l'offre. L'offre est très au-dessous de la demande aujourd'hui. Rien qu'à regarder aujourd'hui combien est chère la tomate par exemple et les autres cultures maraîchères par exemple. Donc c'est des opportunités que les jeunes peuvent saisir. À Parakou, l'agrobusiness se développe. Il occupe de plus en plus une part importante de l'activité économique avec la culture de plusieurs spéculations telles que le maïs, le soja, les haricots et l'igname, mais surtout des produits maraîchers. Cependant, plusieurs obstacles doivent être encore levés pour permettre aux jeunes d'être de vrais entrepreneurs agricoles et pour aller vers une production agricole à l'échelle industrielle. Jacques, oui, Tanguy. Vous évoquez de nouvelles orientations de l'État par rapport à certaines spéculations qui se présenteraient comme des éléments de difficulté des entrepreneurs jeunes agricoles à Parakou. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à cette observation? Oui, et je fais référence là aux politiques du gouvernement dans le secteur agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que désormais, il est interdit, en tout cas, tout ceci est encadré, l'exportation du soja, de l'anacade, du karité et bien d'autres produits désormais dans notre pays. Cela a pris de court beaucoup d'entrepreneurs agricoles qui avaient déjà établi leur plan en tenant du compte de ce qui se faisait
sur le marché, en tenant du compte du fait qu'ils vont peut-être pouvoir exporter le soja, l'anacarde et bien d'autres produits vers l'extérieur à des prix beaucoup plus abordables. Et donc, ils ont donc établi leur plan d'affaires en fonction de cela. Mais la politique du gouvernement qui est intervenue un peu plus tôt, parce que c'était prévu pour 2024 à compter du 1er avril, mais l'État a décidé déjà à compter de cette année 2023 d'appliquer cette mesure d'interdiction d'exportation. Cela a surpris beaucoup d'entrepreneurs qui se sont retrouvés avec des impayés auprès des institutions financières. Pour être beaucoup plus franc avec vous, beaucoup parmi eux ont dû déserter un peu le forum pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec la justice. D'autres, selon même les informations que j'ai, se sont suicidés vu la dette, le niveau de la dette qu'ils ont engrangé auprès des établissements financiers. Ça a été donc un coup dur pour beaucoup d'entrepreneurs ici à Parakou. Mais bon, il faut aussi reconnaître que les difficultés, ces problèmes, ces obstacles font partie du quotidien d'un entrepreneur. Il faut donc pouvoir transcender tout ceci, traverser ces difficultés pour pouvoir réussir. Ça fait partie donc des manques de formation, en tout cas du point de vue psychologique de l'entrepreneur, parce que la formation ne se limite pas seulement aux techniques de production et de vente. Alors, très rapidement, Jacques, pour finir, le temps il est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire pour davantage intéresser, attirer les jeunes vers l'agriculture? Je crois qu'il faut mettre un accent sur la formation. C'est vrai que le gouvernement du président Patrice Talon travaille beaucoup dans ce sens-là avec des lycées techniques agricoles, des formations ça et là. Mais il faut aller encore plus loin, accentuer davantage. Et l'autre chose, c'est de pouvoir encourager la consommation locale. Il y a le ministère de l'Industrie et du Commerce qui fait déjà un travail dans ce sens, mais je ne veux pas que ça se limite seulement au mois d'octobre où on célèbre la consommation locale. Il faut que les produits béninois made in Bénin puissent réellement être consommés, et cela interpelle également la conscience des Béninois que nous sommes, le consommateur lambda que nous sommes. Lorsque nous allons sur le marché, il faut que nous puissions quand même consommer nos produits ici localement pour encourager ces jeunes-là qui s'essayent dans ce monde quand même très risqué de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que nous pourrons donc les aider à réussir. Jacques Debé. Voilà. Merci à vous, Tanguy. Bonne journée à Parakou. Bonne journée. À mercredi. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou pour poursuivre avec Actu Maté. Ce qui va venir maintenant, c'est la rubrique. Vous la connaissez, ce que je ne comprends pas, c'est une opportunité pour les citoyens d'évoquer des sujets, des éléments de leur entourage dont l'état leur est difficile à la compréhension, et pour lesquels d'ailleurs peut-être ils sollicitent soit l'appui et l'assistance des pouvoirs publics, soit de leurs congénères. Voici ce que je ne comprends pas de ce mercredi matin.
Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré le fait qu'on ait fait opérer une réforme avec les poubelles un peu partout dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi, les gens continuent par jeter les ordures un peu partout, les sachets. Vous voyez en circulation, vous remarquez cela. Je pense que c'est l'incivisme total parce que les gens ne sont pas conscients au fait de ce qui se passe. Et donc quand on regarde aujourd'hui, il y a que le gouvernement doit vraiment renforcer la sécurité et autres. Maintenant, par rapport au comportement, je pense que ça dépend également de ce que les gens ont envie. Parce que les sachets plastiques ont une répercussion sur la santé. Acheter à manger dans les sachets, après tout, maintenant la décomposition après, il y a des sachets, c'est pas biodégradable et tout ça. Donc je pense que tout cela a de répercussions sur la santé déjà. Et donc je pense qu'il faut l'implication de tout le monde, des sensibilisations et autres pour vraiment amener les gens à changer de comportement. Ce que je ne comprends pas, c'est la proportion que nous avons chez nous ici, aller acheter par exemple de la nourriture dans les sachets plastiques d'abord, surtout la nourriture chaude. On sait que les sachets plastiques, c'est une matière qui peut par exemple créer des cancers. Donc cette propension à aller acheter de la nourriture dans les sachets plastiques, ce n'est déjà pas bon pour notre santé. Ensuite, les gens ont une manière d'utiliser le dehors. Ils font ce qu'ils font dehors, ils ne feraient pas ça chez eux à la maison. Par exemple, chez toi à la maison, tu ne vas pas te mettre à acheter du sachet plastique comme tu veux. Tu vas aller chercher forcément une poubelle et le mettre dedans. Mais quand dehors ils achètent quoi que ce soit et que c'est dans le sachet, quand ils finissent d'utiliser le contenu, ils jettent les sachets plastiques n'importe où. Ça contribue à polluer l'environnement, à polluer les eaux et ceci contribue à aggraver notre état de santé. Ce que moi je ne comprends pas, c'est lorsqu'on achète des repas dans des sachets plastiques, ça endommage notre santé. Et il y a eu des efforts pour passer à ce biodégradable, mais moi je constate qu'on continue avec cette pratique. Ce que je ne comprends pas, les sachets plastiques, ça pollue l'environnement et les gens jettent des sachets où ils veulent. Bon, et cela, ça crée des maladies pour l'homme. Et aussi, l'État doit sensibiliser cela. L'État doit prendre des solutions pour éviter cela. Ce que je ne comprends pas, bon, les sachets plastiques, moi, je trouve que ce n'est pas du tout bon. Et nous sommes conscients parce que les sachets noirs d'abord, c'est fait à base de déchets de goudron. Et moi, quand je vois les gens payer le manger dans les sachets, moi, ça me fait mal. Et moi, chaque jour que Dieu fait, moi, je combats ça parce que quand je vais acheter et que je dois emporter, s'il n'y a pas de plats jetables à emporter, donc il faut te vendre dans un sachet. Donc si c'est le sachet noir, moi, je n'achète pas parce que je connais les conséquences. Les sachets qu'on jette au bord de la voie, sur la voie, un peu partout, moi je vois que ce n'est pas bon. Et je vais dire pratiquement au Bénin ici que ça se passe. Dans les autres pays, vraiment c'est un peu respecté parce que tu jettes toi-même, tu sais que tu vas ramasser. Parce que ça pollue, ça salit la ville. Sur Actu Matin, nous avons encore trois rendez-vous à honorer. D'abord, la revue de presse. C'est un rendez-vous traditionnel sur la matinale de Canal 3 Bénin avec Asiongo Kanyi Asiongo du lundi au vendredi. Il nous fera le point en détail de l'actualité depuis hier à ce matin. Ce sera en fin d'émission. Nous aurons rendez-vous avec notre invité, Moïse Tchéonsi, directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants sera par ici pour nous parler des activités culturelles et artistiques à l'université d'Abomey-Calavi. On parlera surtout de cette fête-là assez singulière, la fête du Gari. C'est un concours initié par les étudiants et qui persiste depuis quelques années maintenant. Avant tout cela, voici
le débat. Et les acteurs sont déjà là, hein. Tous installés déjà. Elodie Kekegaba, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck Kaounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Celui qui va nous accompagner sur ce plateau, c'est Morgan Metondi Asogba. Il est spécialiste des relations internationales. Monsieur Asogba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Allez, depuis hier, on a un nouveau patron de la diplomatie béninoise. Mais avant cela, qu'est-ce que ça vous dit, avant de parler, je dois dire de nouvelles orientations de la diplomatie, qu'est-ce que ça vous dit, le profil de l'homme qu'on n'a pas vu venir vraiment, Eric? Beaucoup de choses. Ça me dit beaucoup de choses. D'abord, une certaine jeunesse dans la diplomatie. Je pense que quand le chef de l'État parlait de vivre la jeunesse, on comprend de plus en plus mieux ce qu'il voulait dire véritablement, ce qu'il voulait passer comme message. Alors, nous avons en face de nous un jeune, mais je pense que ce n'est pas sa jeunesse qui devrait nous intéresser. Vous savez, quand on a réussi à être un membre important dans le dispositif d'un des chefs d'État les plus vieux. Quand je dis les plus vieux, je ne parle pas de l'âge du président Faure, Yassine Bey, mais plutôt sa longévité au pouvoir. Et puis, M. Tchegbon a été conseiller spécial du président Faure pendant plusieurs années. Il a réussi véritablement à conduire ou à orienter les gouvernants, surtout en termes des opportunités économiques au plan international. Il a même été décoré et je pense que ça c'est un acquis. Ça c'est un acquis. Et puis en termes de réseau, véritablement, nous avons en face de nous un profil qui a un agenda assez rempli de pas mal de contacts qui pourra véritablement mettre à l'actif du rôle qu'il va occuper aujourd'hui. Alors, quand vous en parlez comme ça, j'ai l'impression d'avoir en face de moi l'homme le plus parfait. J'ai pas dit ça. Ce n'est pas. Nous ne parlons pas ici de ses défauts, nous parlons de ses qualités. Oui. Nous parlons de ses qualités. Je vais ajouter que quand, dans son parcours, il s'est retrouvé encore à la tête d'une banque au Nigeria, il a rencontré certainement un certain Tinubu, qui est aujourd'hui président de la République du Nigeria, qu'il connaît certainement. Et puis, avec ce que nous avions observé ces derniers jours, la participation du chef de l'État à l'investiture du président du Nigeria, est-ce qu'il n'a pas été pour quelque chose? Eric, qu'est-ce que ça vous dit son profil quand vous voyez l'homme? Non, moi je dirais plutôt que je vois un jeune talent avec des facettes, disons plutôt avec un talent multifacial. Je dirais multifacial, pourquoi? Déjà avec un master en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Il s'est retrouvé du côté du Togo beaucoup plus dans le secteur de l'énergie où il a excellé parce qu'il a beaucoup impacté justement ce secteur. Il a aidé le gouvernement togolais lorsqu'il était avec le conseil du président Faure et Swazimna, et il l'a aidé à passer du taux d'électrification de 7% à 40%. Ça a été un grand impact dans la zone. L'autre aspect, il a également contribué aux négociations par rapport à la plateforme industrielle de PIA qui actuellement est installée à Adétikopé et qui joue un peu le rôle comme ce que nous avons ici, comme la GDIZ. Donc vous voyez un peu... c'est un monsieur qui donne un peu plus, qui renforce l'image du Béninois à l'extérieur. Mais au-delà de tout ça, il fut également, ce que beaucoup ne savent pas, il fut conseiller économique de l'ancien candidat ABT en 2016. Donc ce qui veut dire qu'il était très proche de ABT, mais Eric aussi l'a souligné tout à l'heure. C'est un monsieur qui a également beaucoup affinité avec l'actuel président du Nigeria. Donc je pense que ce profil est un profil qui va beaucoup plus renforcer l'offensive diplomatique avec le Nigeria. On verra tout à l'heure. Franck? Oui, moi je pense que du sang neuf au niveau de la diplomatie, on n'en a pas eu ces dernières années. Vous voyez les chefs de la diplomatie chez nous ici depuis quelques années, c'est des gens d'un certain âge. Moi, je pense que c'est une prime à la jeunesse, où on a fait confiance à la jeunesse pour diriger un portefeuille aussi sensible. Je crois que c'est très important. Le profil, je crois que il est beaucoup plus économique, il est dans le monde économique, et je pense que si le chef de l'État en vient à le choisir pour occuper ce poste-là, il a certainement
des envies, là, certainement, orienter sa politique. Il veut orienter sa politique diplomatique vers des enjeux plus économiques. Est-ce que ce n'est pas peut-être le ministre de l'économie et des finances BIS, orienté peut-être réalité au-delà des frontières? Quand on voit un peu son profil, on n'a pas l'impression que c'est vraiment un grand diplomate outre mesure, Eric. Oui, justement, on n'a pas cette impression. Encore que pour lui, ça reste une nouvelle expérience parce qu'il ne s'est jamais retrouvé à ce poste de ministre des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce qui fait d'un ministre des Affaires étrangères ou d'un diplomate? C'est réussir à trouver des opportunités, réussir véritablement à faire entrer par des coopérations, n'est-ce pas, des intérêts pour le pays. Et ça passe par l'agenda, ça passe par des réseaux, ça passe par des connaissances. Et là, il répond véritablement à ce profil-là. Alors, M. Assogba, on connaît le cercle des diplomates, des chargés de mission, très fermés et très jaloux de leurs prérogatives, fermés parfois même à des étrangers. J'imagine un peu l'ambiance qui règne au sein donc, de la diplomatie béninoise depuis hier, depuis l'annonce de ce profil-là. Qu'est-ce que cela vous inspire d'avoir quelqu'un comme ça au niveau donc du ministère des Affaires étrangères? L'option d'une diplomatie économique est très claire aujourd'hui lorsqu'on regarde la politique étrangère du Bénin, une politique dont le temps a été donné déjà depuis quelque temps, où la mobilisation des finances, des investisseurs et tout ce qui peut permettre au pays d'amorcer un niveau de développement assez intéressant qui entre même dans le cadre du projet industriel majeur qui existe au Bénin et qui mobilise la plupart des acteurs internationaux, est affiché de façon assez ouverte. La diplomatie béninoise se tourne vers une diplomatie purement économique. Oui, mais lorsque vous regardez le caractère de ce qu'on appelle la diplomatie et du ministère des Affaires étrangères, où il n'y a pas que la fonction de mobilisation des fonds, mais qui a la fonction de représentation, la fonction d'information, la fonction de promotion des valeurs culturelles et de défense des intérêts des On a l'impression que tous les autres éléments sont laissés de côté pour la priorité à l'économie. Et on sait bien le gros penchant, le très grand penchant du président de la République pour tout ce qui est économique, tout ce qui est sonnant et trébuchant. Je vais revenir à vous, Eric. Je vais donner la parole à Eric d'abord. Vous savez, je dirais plutôt que le président Patrice Talon est le seul qui sera comptable de son mandat. Ce qui veut dire qu'il choisit ce qu'il veut en fonction de son résultat, le résultat qu'il attend. Donc, en réalité, quand il choisit ce profil, moi, je suis persuadé que c'est parce qu'il a défini une ligne. Et n'oubliez pas que cette nomination intervient seulement au lendemain de la rencontre avec les ambassadeurs du Bénin à l'étranger. Ce qui veut dire qu'il y a une carte qui a été projetée. Et je suis persuadé que c'est en fonction de la projection de cette carte-là que le président a choisi ce profil. Monsieur Assogba, c'est qu'on a laissé tomber tous les autres volets pour prioriser l'aspect économique, Eric. Je comprends un peu cette position de M. Assogba. Mais comme l'a dit Ulrich, il y a eu une rencontre avec les diplomates. C'est tellement qu'on a fait le point, on a fait le diagnostic. Cet aspect, c'est tellement que nous avions expérimenté pendant plusieurs années la représentation, la promotion culturelle, la défense de nos intérêts et un peu moins la diplomatie économique. C'est tellement que les diplomates eux-mêmes se sont rendus compte que à cette étape, il nous faut peut-être aller un peu plus vers la diplomatie économique. Faisons cette expérience. Vous l'avez relevé aujourd'hui. L'option, elle est claire. Nous avons la GDIZ, il faut des investisseurs, il faut aller les chercher, il faut aller les motiver. N'est-ce pas? Une fois installé, on verra véritablement ce que cela pourrait nous apporter. Et donc, on a certainement fait un diagnostic et puis on a tiré cette conclusion. Maintenant, ça reste une expérience qu'il faut vivre. Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher un certain équilibre qu'on n'a pas retrouvé jusque-là? On est parti d'abord en arrachant, je dois dire, la coopération au ministère des Affaires étrangères, qu'on a confié au ministère de l'économie et des finances. Puis après, on fait un petit recul pour voir si ça marche toujours pas. On a viré celui qu'on a laissé avant de retrouver maintenant celui que vous présentez comme l'oiseau rare et qui devrait réorienter la diplomatie béninoise maintenant. Est-ce que véritablement on n'est pas dans une sorte de recherche d'équilibre là, Franck? C'est
exact. Surtout que vous voyez un peu dans la sous-région avec le grand voisin de l'Est, on a un nouveau régime qui est arrivé. Et Eric a suffisamment dit que c'était quelqu'un qui a des entrées au Nigeria. Et on ne peut pas parler de la diplomatie aujourd'hui sans prendre en compte un peu les données au niveau du Nigeria et des autres pays de la sous-région. Moi, je pense que véritablement, avant ça, vous l'avez dit, le ministère des Affaires étrangères a été amputé du volet de la coopération. Il y a eu certainement un problème en interne où le chef de l'État a voulu régler, parce que lorsque vous n'avez pas une diplomatie offensive, lorsque vous ne portez pas, en tout cas les objectifs, les projets, les ambitions de votre pays vers les investisseurs comme cela se doit, eh bien, ils ne vont pas venir investir dans votre pays. Or, vous savez... oui, mais comment est-ce qu'on attire plus d'investisseurs en réduisant la carte diplomatique, en fermant des ambassades, oui, justement, en réduisant le personnel? Je crois qu'on a anticipé... Comment est-ce qu'on attire autant d'investisseurs quand à la fois on a fait ça? Je crois qu'on a anticipé parce qu'avant cette nomination, il y a eu le 30 mai, la rencontre entre le chef de l'État et les ambassadeurs. Et au cours de cette rencontre, selon le communiqué, les explications données par le porte-parole du gouvernement, il ne sera plus question de faire comme avant. Donc il faut revoir la carte diplomatique. Moi, je pense que ce revoir-là, on veut mettre quand même quelques éléments pour être plus offensif sur le plan économique. Vous avez cette impression-là, M. Assoba, qu'on sera plus offensif là? Oui, je pense que lorsqu'on observe l'option qui a été faite après les discussions par rapport à la carte diplomatique, il y a bel et bien la décision de revoir cette réduction. Mais on n'a pas la nouvelle configuration. Oui, la nouvelle configuration ne peut pas venir tout de suite, c'est tout un processus. Mais l'intention de revoir le nombre d'ambassadeurs à l'augmentation est là, et je pense que c'est louable parce que il y a des fonctions traditionnelles de la diplomatie qui doivent accompagner la dynamique nouvelle. Et l'une des conditions sine qua non pour la réussite de cette nouvelle nomination, c'est bel et bien que le nouveau maître du ministère des Affaires étrangères puisse s'entourer suffisamment de diplomates, d'acteurs avérés. Et j'espère que cette rencontre qui a été initiée la semaine écoulée avant cette nomination a permis de créer le cadre d'harmonisation et de collaboration nécessaire pour permettre le succès de ce nouvel homme, de cette nouvelle énergie, parce qu'il y a des fonctions traditionnelles de la diplomatie qui sont totalement nécessaires à l'attraction qu'il faut. Vous parlez de quoi là Vous savez, lorsqu'on signe un accord de partenariat, il y a tout un ensemble de préludes. Il y a des négociations qui se font. Et il y a ce qu'on appelle les techniques de négociation, que ce soit des techniques naturelles ou des techniques même qui sont propres. Oui, mais quand on a affaire à quelqu'un qui est du monde des banques, c'est certainement un bon négociateur, surtout quand on veut avoir du sonnet du trébuchant. La négociation n'est pas que financière, elle n'est pas que économique. Certes, l'objectif, c'est d'amener le partenaire à sortir son argent. C'est la finalité. Oui, vous savez, il y a un ensemble de mécanismes. Lorsque vous omettez un aspect qui semble très bénin, vous risquez de ne pas avoir un processus durable. Et nous sommes dans une perspective de durabilité. Je pense que lorsque vous regardez le programme d'action gouvernementale de notre président, il ne s'agit pas de faire des réalisations ou des projets qui ne vont durer que le temps de son mandat ou être éphémères dans le temps. Et dans cette perspective, il faut que la diplomatie trouve le socle nécessaire pour construire des relations durables avec les partenaires ciblés, parce que une chose est d'amener des investisseurs et de voir ces investisseurs s'engager dans des projets, mais une autre chose est de rendre durable et permanent cet investissement, parce que l'investisseur, lorsque les conditions, certain nombre de conditions ne sont pas réunies, qui ne sont pas que financières et économiques, j'insiste sur cet aspect, c'est pour cela qu'on parle de la diplomatie et de son caractère représentatif et de défense des intérêts. Lorsque les accords ne sont pas négociés dans une perspective durable, et un économiste uniquement ne peut pas le faire. Je ne connais pas. Mais je crois qu'il doit avoir des conseillers par ici, un directeur technique par là-bas, un secrétaire général du ministère dans un coin. Ça devrait l'accompagner et l'aider dans sa fonction, non? Naturellement. Si la fonction se résumait à des projets spécifiques,
Oui, mais il s'agit ici des projets d'envergure nationale. Il s'agit aussi d'impliquer les acteurs, ceux qui sont au premier rang de la diplomatie dans le processus, parce qu'il y a une certaine perspective qu'il ne faut pas ignorer. Pour que ce monsieur qui est à la tête d'un département ministériel de cette envergure puisse réussir, il a besoin de tout l'appareil. Et la préoccupation ici, ce n'est pas de remettre en cause ses capacités qui sont très admirables lorsqu'on voit son parcours et on voit tout ce qu'il a eu accompli à son jeune âge. Mais il s'agit de faire en sorte que le dispositif nécessaire pour l'accompagner de façon... pour qu'il ait une réussite, soit mise en place. Parce que sans ce dispositif, peu importe vos capacités individuelles, il y a cette problématique durable qui se pose. Alors, est-ce que vous avez l'impression que... je pense que les inquiétudes de M. Assogba sont légitimes, mais Tchegoum peut faire appel à toutes les compétences qu'il veut. Il a été nommé, et ce n'est pas... Tchegoum Bakari, il est désormais ministre. Bon, Tchegoum Bakari, si vous voulez. Il peut faire appel à toutes les compétences, et ce n'est pas dans un département ministériel, ce n'est pas le ministre qui réfléchit, ce sont les cadres techniques qui réfléchissent. Et c'est lui qui donne l'orientation globale, il vient entériner en tenant compte de la politique globale diplomatique du pays. Moi, je pense que ça va se régler et aujourd'hui, il a des entrées. Le chef de l'État lui a donné la main en le nommant. Donc, il peut faire appel à toutes les compétences et réussir sa mission. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est beaucoup plus tourné vers l'Afrique de l'Ouest, notamment les 3 pays, le Bénin, le Togo, le Nigeria? Là, je crois qu'un journal a fait cette remarque que Patrice Talon est de plus en plus hanté par la question nigériane. Oui. Vous savez, c'est légitime, on ne peut pas vivre, le Bénin ne peut pas vivre sans le Bénin, sans le Nigeria, sans le Togo, sans le Bénin, ça c'est clair, le Bénin ne peut pas vivre sans le Bénin. Sans les autres pays, sans les pays limitrophes, parce que c'est important. Déjà, le fait de parler du Nigeria, pendant longtemps, nous sommes restés à côté du géant de l'Est, sans vraiment bénéficier du géant de l'Est. Nous, le Bénin a besoin du Nigeria tout autant que le Nigeria a besoin du Bénin. C'est ce que nous n'avons souvent pas tendance à comprendre, parce que autant les Nigériens produisent de l'autre côté, ils veulent exporter chez nous, ils veulent aussi importer des choses de chez nous. Donc, c'est vice-versa. Autant le Bénin a besoin du Nigeria, autant le Nigeria a besoin du Bénin. Et la bonne coopération entre ces 2 pays devrait apporter une plus-value à la coopération. Pareil pour le Togo. Vous voyez aujourd'hui, compte tenu de l'expérience que Adjadi et Bakari a eu à implanter au niveau du Togo, on a quand même vu un Béninois qui donne assez de sa personnalité, de son talent, de ses compétences, et ça a donné beaucoup plus une image florissante. L'autre chose qu'il faut reconnaître tout à l'heure, vous avez bien dit que comment se fait-il que dans le même temps où on réduit les ambassades à l'extérieur, les ambassades, on veut maintenant aller vers l'économie. Vous savez, c'est arrivé dans un contexte où le gouvernement est allé beaucoup plus dans la réduction des charges de l'État. Parce qu'on a parlé beaucoup plus de récession et il y a eu une sorte de sobriété dans toutes les charges de l'État. Donc, en réduisant, c'est vrai que ça a peut-être impacté sur le plan diplomatie, mais c'était aussi pour réduire les charges de l'État. Ici, maintenant, nous sommes face à un système économique où Tchegoum, quand on le voit, il ne faut pas faire le débat uniquement par rapport à celui qui est nommé, mais il faut regarder l'appareil autour de lui, les compétences autour de lui, les qualités autour de lui. Est-ce qu'on n'est pas... mais au-delà de tout, c'est le chef de l'État qui donne sa ligne et le ministre suit cette ligne. Est-ce qu'on n'est pas comme hanté par la question du Nigeria? En termes de diplomatie, il n'y a pas qu'un seul pays. Le Bénin ne peut pas vivre que du Nigeria, Franck. Non, pas du tout. Alors moi, je pense que c'est parce que ces derniers temps, les projecteurs sont beaucoup plus braqués sur le Nigeria qu'on a tendance à croire que tout ce que nous faisons au Bénin maintenant, il faut calculer avec le Nigeria. Vous oubliez la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que Tchegoum Bakari a des contacts là-bas? Non, je ne parle pas. Vous savez, cette guerre a redéfini un peu, a redistribué les cartes dans le monde entier. Il faut en tenir compte pour savoir vers qui aller, ce qu'il faut proposer aux
aux partenaires et comment le proposer. Aujourd'hui, on ne peut pas mener des réflexions sans tenir compte de cette réalité-là. Donc moi, je pense qu'au-delà du Nigeria, on doit aussi en tenir compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses dans ce sens. Et M. Atsoba ne me dira pas le contraire. L'histoire de la diplomatie renseigne à suffisance que ça évolue en fonction des enjeux, des contextes. Il y a une forme de variation. Quand vous allez un peu partout, que ce soit la France, les États-Unis, ils n'ont pas commencé avec les mêmes effectifs de leurs ambassades dans le monde qu'aujourd'hui. Ça évolue, voyez-vous. Et donc, je pense qu'en 2016 à 2023, les choses ont forcément changé. Et aujourd'hui, on s'est peut-être rendu compte que, après avoir mené une politique plus interne, à relever certains défis, accès à l'eau potable, l'énergie et pas mal de choses, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a maintenant la possibilité de s'ouvrir un peu. Je pense que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. C'est la façon que nous analysons et on n'en fait pas un problème. On voit quelles sont les chances que nous avons en faisant ces orientations d'atteindre l'option que nous avons choisie. On est dans cette option et on s'est assuré d'un certain nombre de résultats. On va à la recherche des investisseurs, n'est-ce pas? Et vous avez relevé l'option un peu économique. Dans ce cadre, le ministre Chegou il n'est pas, comme on dit, il va pas gérer à lui seul tout le ministère. Absolument. Il va s'entourer, il y a des cadres qui sont là, avec qui il doit véritablement travailler. Mais faisons aussi un lien. La coopération est toujours du côté de Ouaddaï. Peut-être parce que, et ça je dis peut-être, j'en sais rien, peut-être avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, la relation, n'est-ce pas, entre les deux hommes n'était peut-être pas de nature à apporter des résultats. Aujourd'hui, nous avons deux jeunes, ils peuvent profiter de leur jeunesse et mieux communiquer, mieux travailler ensemble, puisqu'ils restent jeunes en tant que ministre des Affaires étrangères, l'autre également jeune en tant que ministre de l'économie et de la coopération aujourd'hui. Je pense que c'est une affaire les deux sont également dans le monde économique. Ils pourront véritablement travailler ensemble à apporter des résultats. Monsieur Assoba? Oui, par rapport à cette affaire de coopération, il est important de s'appesantir sur la charge. C'est vrai qu'on dit qu'on a amputé la coopération, mais quel est le cahier de charge de la coopération? Quel est le contenu de la coopération au niveau du ministère des Finances? Moi, je n'ai pas ce contenu, mais je dis simplement que si on l'a amputé et que cela n'altère pas la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, qui est a priori la coopération, parce que quand on parle de ministère des Affaires étrangères, c'est d'abord la coopération. Parle de la coopération, de l'interaction avec d'autres États, d'autres appareils gouvernementaux. Si cela n'ampute pas l'essence même de cette interaction-là, le dispositif nécessaire, le cahier de charges qui permet à tout représentant d'un État de pouvoir entretenir des relations qui permettent d'aboutir à un processus de coopération, il n'y a pas de problème. Mais si d'aventure, on a amputé cet aspect avec le contenu même de la coopération, il y aura à certains moments ce qu'on pourrait qualifier de conflit d'intérêts. Et là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une idée claire du contenu de cet aspect de coopération, on ne saurait se prononcer de façon objective. Mais ce que je pourrais dire, pour finir, c'est simplement que c'est une nouvelle expérience. Et tous autant qu'on est ici, ce ne sont que les jours à venir qui pourront définir clairement ce qui va se passer. Mais on peut faire des projections. Hein? Est-ce qu'on n'aura pas en face peut-être un ministre, j'ai fait la question aux autres déjà, un ministre des Affaires étrangères de la sous-région plutôt qu'un ministre des Affaires étrangères tout court? Ce serait une évidence si on se limitait à tout ce qu'on a pu faire ressortir comme aspect, comme compétence. Mais si on ajoute à cela, parce que c'est le moteur au fait, si on ajoute à cela l'appareil diplomatique et l'expérience diplomatique du Bénin qui existe déjà, c'est-à-dire les hommes du métier qui sont là, si on ajoute à cela le dynamisme de l'homme, parce qu'il faut rappeler que c'est un jeune très dynamique qui fonctionne à plein temps, s'il arrive à impulser cette dynamique à tout l'appareil, on aura une diplomatie qui pourra aller chercher la ressource là où il faut et construire les relations de coopération durable là où il faut. Et donc, ce n'est pas que la sous-région. Franck, on va fermer ce sujet-là. Oui, j'ai une petite traite. Nous avons Ouaddaï, le ministre Ouaddaï, bien entendu, qui détient la coopération. Il y a le ministre Chegou Bakari, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, tous économistes bon teint. Alors, j'ai peur qu'on puisse orienter davantage la diplomatie béninoise vers les questions économiques
Et parce que la diplomatie, c'est également l'image de notre pays. Et qu'il faut renforcer, qu'il faut améliorer, qu'il faut refaire aux yeux du monde. Donc, moi, j'ai un peu de crainte. Il ne faudrait pas que... On va commencer à les mettre déjà. Est-ce que, justement, ça ne va pas être en disant qu'on a donné une nouvelle orientation à la diplomatie béninoise, que sera certainement essentiellement économique? Est-ce qu'on ne va pas oublier les autres aspects compte tenu de la charge de ce portefeuille ministériel-là? En tout cas, les jours à venir, comme vous l'aviez dit, M. Assoukba, nous dirons davantage. Les gars, j'ai envie de vous remercier, mais je ne sais pas si vous êtes très sport. J'ai envie de vous arracher aussi un mot sur la liste des sélectionneurs. Pourquoi Eric se marre? Vous n'êtes pas très sport, je comprends alors. Franck, lui, les sports, vous avez lu la liste. Comme le disent les Ivoiriens, vous avez tapé poteau parce que là, je ne suis pas très sport, mais je pense que j'ai vu circuler la liste. Oui, je peux vous rappeler rapidement ceux qui ont été convoqués. Vous connaissez Saturnin à Lagbé, qui a fait forte sensation en 2019 face au Maroc, en quart. Et qui a aussi encaissé récemment. En 8e de finale. Qui a aussi encaissé récemment. Oui, un gardien est fait pour encaisser aussi. Il n'y en a pas un seul sur la planète, toute sa carrière, qui n'est pas encaissé. Il y a certains Serge Bossa que je ne connais pas, Khaled Adeno, Agouno, Brandon, Oté. En tout cas, vous avez la liste de 25 convoqués par le sélectionneur dans les pages de Fraternité à la page 6. Mais Fraternité qui passe de la moyenne d'âge qui passe désormais de 26 à 24 ans. C'est déjà une avancée, non, Iloric? Bon, lui, les sports, même si c'est avec des coups de poing, des coups de pied. Ouais, mais gentiment quand même. Est-ce qu'il y a des coups de poing qui sont gentils? Ah oui. Ben écoutez, j'ai aussi vu la sélection et j'avoue sincèrement que pour moi, jusque-là, ce n'est pas la sélection qui m'importe, c'est le résultat. Parce que pendant longtemps, nous avons vu des sélections. Des sélections prometteuses. Nous avons vu des sélections prometteuses, mais à la fin, le résultat n'est vraiment pas conclu. N'oubliez pas, il y a des vétérans. Il y a des vétérans sur la liste. Il nous faut la victoire. C'est ce que nous voulons. La sélection, oui, mais nous voulons la victoire. Parce que le peuple béninois a soif de victoire. Il y a des vétérans. Eric Arondé. Et on était non. Moi, je vous souhaite tout le destin d'Eric Arondé, en tout cas. Chef de file de l'opposition. Ah, c'est important au Bénin actuellement, Eric. Alors, nous avons des vétérans comme Khaled Adeno, comme un certain Stéphane Sesseignon. Vous savez, le plus important n'est pas de constituer une liste de joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement été déçus par les précédents matchs que ce que nous attendons, en vrai, véritablement, c'est ce que la liste va nous apporter. Nous attendons ce match. Maintenant que nous avons la possibilité d'aller chercher encore des victoires, nous espérons que la déception ne sera pas au rendez-vous. Non, la déception ne sera pas au rendez-vous. Et puis, un bon supporter, il a toujours attendu que ce soit toujours une victoire, même quand c'est Guépard contre Brésil, il faut supporter et espérer que Guépard remporte. Il faut peut-être une diplomatie footballistique. Voilà. Monsieur Assoukba, oui, ça vous dit quelque chose, le sport, la liste des sélectionneurs? Le sport, oui, la liste des sélectionneurs. Bon, j'ai pas pris connaissance, je vous ai écouté et je partage l'avis de mes prédécesseurs sur le point que ce n'est pas la liste qui est forcément la plus importante, mais c'est la gestion. Et je pense aussi qu'on attend aussi un peu trop de notre équipe, puisqu'il faut regarder les conditions dans lesquelles nos équipes évoluent. Et il faut regarder les conditions dans lesquelles les équipes qui gagnent régulièrement évoluent. Quand on regarde, c'est aujourd'hui que le Bénin est en train d'emprunter quand même une dynamique, la multiplication des stades, des aires de jeu. Moi, j'ai fait une petite observation parce que j'ai eu l'opportunité de vivre un peu au Cameroun. Au Cameroun, quand vous allez dans les quartiers, les jeunes, ils jouent sur des espaces assez géants. Mais au Bénin, j'avais constaté qu'on joue des petits camps. C'est inconcevable qu'on puisse compétir sur le terrain. Mais le petit camp a quand même un gros intérêt. Oui. C'est la gestion du jeu dans un espace assez clos, ce qui permet de développer la technicité du joueur et surtout de composer dans un espace assez réduit, oui, et d'avoir une lecture du jeu rapide. Et je vais vous dire, ce qui m'a amené à faire cette observation, c'est surtout parce que lorsque vous regardez le match de notre équipe nationale, après quelques temps, ils sont fatigués, ils n'arrent plus à maintenir le même rythme. C'est pas parce que c'est petit camp, monsieur Assoukba. Il y a des petits camps
beaucoup de pression. La capacité de faire un aller-retour sur l'espace régulièrement pendant 90 minutes ne peut s'acquérir dans un espace restreint parce que cela ne vous permet pas d'éprouver cette capacité. Les gars, l'appétit a commencé par venir parce que c'est pour un peu encadrer l'appétit de M. Assoba. Non, mais le public béninois est même très tolérant vis-à-vis de son équipe. Quand moi je vois les échecs que nous avons connus avec des équipes qui ça arrive tout le temps. L'Italie qui remporte une Coupe du Monde et qui ne participe pas à l'édition suivante. N'allons pas ailleurs, restons chez nous. Nous parlons de notre équipe nationale. Vous savez, il y a un problème. Parlons de notre équipe nationale. Ils sont très exigeants par rapport. Allez, merci beaucoup. On va continuer la discussion tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous avez l'habitude. Voilà, d'abord l'invité, puis après la revue de presse. La revue de presse, l'invité sur Actu matin, j'avais annoncé Moïse Tchéonsi, c'est plutôt son adjoint qui sera là, lui qui est directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi, et son adjoint s'appelle Jean-Luc Nyambodé qui est déjà sur notre plateau. Monsieur Nyambodé, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu matin. Merci. On va parler un peu de la contribution de cette organisation des étudiants à la construction de la vie artistique et culturelle au plan national. Alors, l'ensemble artistique et culturel des étudiants est un creuset pour permettre aux étudiants d'exprimer leur talent. Et la semaine écoulée, vous avez organisé la fête du Gari, marquée par un concours de consommation de cette farine faite à base de manioc. C'est quoi l'intérêt d'une telle initiative qui perdure déjà, ça doit faire environ 15 ans, c'est ça? Plus que ça, nous sommes à la 29e édition. 29e, dis donc. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy. Alors, l'intérêt de l'initiative, donc, c'est de promouvoir cette denrée alimentaire qui apparaît depuis fort longtemps comme la nourriture de base de l'étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, vous savez que l'étudiant béninois, c'est celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc, quand il n'a pas forcément les moyens, quand il n'avait pas, j'allais dire, forcément les moyens d'aller se restaurer après les activités académiques et tout, il avait au moins cela qu'il pouvait retourner en cabine et aller prendre pour pouvoir satisfaire la faim. Comme des consommateurs invétérés, voilà, du Gari. Et donc, c'est donc pour mettre en lumière cet aliment prisé par les étudiants que le ACE, depuis 29 ans, s'est lancé donc dans la... Ah oui, mais quand vous faites une promotion d'un aliment, il faut songer au moins aux bienfaits nutritionnels et autres de cet aliment. Il ne faut pas le mettre en lumière juste pour le mettre en lumière, non? Tout à fait. Nous n'avons pas mis sous boisseau les bienfaits nutritionnels de cet aliment. Vous avez, je ne sais pas... Au-delà donc du concours meilleur délayeur, nous avons également étoffé un peu l'activité avec d'autres concours, notamment le concours art culinaire et meilleur poète du Gari. Meilleur poète donc qui va permettre d'exprimer avec des mots, voilà, d'exprimer avec des mots tout le bienfait que cet aliment pourrait apporter. Donc. Et le concours art culinaire, c'est toujours autour du Gari, là? Oui, autour du Gari. Et comment ça se passe? Voilà, vous savez que le Gari aujourd'hui constitue une composante de base pour plusieurs mets que nous faisons au plan national. Ah ouais. Donc, ce concours permet donc aux étudiantes de pouvoir mettre en lumière les différents mets que nous pouvons mettre, que nous pouvons avoir avec à base de Gari. Voilà, base oui, mais pourquoi les étudiantes uniquement? Les hommes, ça prépare pas? Oui, les étudiants et les étudiantes. Mais cette année, nous avons eu uniquement des étudiantes. L'année dernière, pour le compte de ce concours, nous avons eu quand même des étudiants qui ont compétit. Et il y a 3 ans de cela, le lauréat était même un homme. Carrément. Carrément, oui. Et il a préparé quoi? Lui, il avait fait une marinée de Gari, donc galinha avec des œufs frits.
Voilà, c'est ce qu'il avait fait. C'est très intéressant ça. Cette année, qui a remporté le prix de meilleur consommateur de Gari? Meilleur consommateur, c'est Christophe Tchelani. C'est un jeune étudiant qui nous a épaté, je vais dire, en consommant donc d'abord une petite quantité quand il s'agissait donc de voir la rapidité et à la deuxième phase où il s'agissait de voir la quantité. Chaque candidat avait eu 1 kilogramme, c'est ça, un demi? Pas exactement, c'était 0,75 kg, mais à la surprise totale de tout le public, il avait fini ça en 2 minutes. Parce que l'objectif n'était pas forcément de finir, mais quand même de voir qui consommait la plus grande quantité. Et le jury avait bien insisté sur cela, que c'était un concours, mais sans grands enjeux, donc de ne pas forcément vouloir s'efforcer pour pouvoir faire mal à sa santé. Parce que aller sur la vitesse pourrait engendrer d'autres conséquences, notamment avaler de travers et autres, et c'est difficilement digérable tout ça. Le jury avait bien pris le soin de préciser tout ça et de mettre les garde-fous, mais à notre grande surprise, il avait fini la quantité. Et figurez-vous bien, il n'avait pas le moindre malaise. Est-ce qu'il ne tombe pas malade après? Justement, c'est ce que je dis. Jusqu'à hier, je l'ai encore vu, il était bien souriant, sans souci. Bien souriant. Oui. En tout cas, on va lui souhaiter tout le meilleur du monde. Que fait-on à l'UAC aujourd'hui, qui a fait quand même les beaux jours de la promotion artistique et culturelle du Bénin? On connaît des grands acteurs au plan national qui sont passés par là. Oui, en effet. À l'UAC aujourd'hui, nous continuons donc de maintenir la flamme allumée et donc de poser les actions en vue de la promotion de l'art et de la culture en milieu universitaire, notamment à travers l'animation de la vie artistique dans les 8 domaines que l'UAC embrasse aujourd'hui. Nous faisons donc dans le théâtre, nous faisons également les danses, que ce soit traditionnelles comme modernes. Nous faisons également de la couture, de la coiffure, de la photographie à travers la section ciné-photo UNESCO. Nous faisons également dans les arts plastiques. Et nous faisons également dans la musique moderne avec les légendaires casseurs. Les casseurs qui mettent beaucoup de bruit les 11 mai. C'est ça, qui avait animé donc le concert du 11 mai dernier. Oui, les 8 février, on ne les voit plus comme ça. Que se passe-t-il? Les 8 février? Oui, les 14 février. Les 14 février, oui. Nous sommes en train de repenser l'activité de sorte à pouvoir le remettre sur tapis et intéresser le grand public. Mais il y a une baisse de niveau d'engagement des étudiants désormais qui ne s'intéressent pas vraiment ou plus totalement à la question artistique et culturelle. Vous avez de la difficulté à recruter, non? Pas vraiment. Le AC aujourd'hui est plus dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et notamment à travers les sections coiffure, couture où vous apprenez tout de suite, et la photographie et les arts plastiques également, vous apprenez tout de suite quelque chose de pratique qui peut vous permettre de vous insérer professionnellement. Même avec les casseurs. Oui, avec tout cela, il y a quand même de l'engouement autour de la chose. Et dès que nous lançons les inscriptions... Mais les sections comme théâtre, les sections comme danse nationale, est-ce que ça inspire toujours les jeunes? Oui, ça inspire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la propension à l'art et à la culture est en train de reculer. Mais avec un peu de sensibilisation sur le terrain, on arrive quand même à avoir quelques étudiants. Mais la question de la gestion qui se pose toujours au niveau des organisations estudiantines, on a eu quelques crises par le passé. Et c'est toujours autour de l'argent. En effet. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus grande assiette financière là, puisque depuis 2016, avec la suspension des organisations estudiantines, il n'y a plus de financement. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pratiquement avec la politique de mobilisation que nous mettons en place nous-mêmes. Et vous vous en sortez là? Bon, on essaie de faire de notre mieux avec le peu de moyens dont nous disposons. Jean-Luc, Niambodé, un mot pour finir? Oui, ce ne peut être que donc un appel que nous allons lancer à la communauté universitaire, à la communauté nationale en général, à pouvoir soutenir cette institution qui, malgré toutes les difficultés, se bat donc pour la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire à travers la formation, tenez-vous bien, d'au moins quelques centaines de jeunes étudiants par an qui, à la sortie, ont quand même des compétences avérées, mais qui, eux aussi, ont toujours des difficultés pour pouvoir s'installer. Donc, si on pourrait avoir un accompagnement, non seulement côté formation, mais ensuite côté installation des jeunes que nous formons, cela serait véritablement bénéfique pour les jeunes étudiants et pour toute la nation en général. Jean-Luc Niambodé, le message est entendu. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici le dernier rendez-vous, l'armée de presse.
À toutes et à tous, bonjour. Deux sujets font l'actualité ce jour. Prestation de serment des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle et la nomination de nouveaux chefs de la diplomatie béninoise. Sur le premier sujet, le journal Le Pharaon affiche que les 7 sages prêtent serment. Le matinal rapporte que la cérémonie consacrant l'entrée en fonction officielle des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle a démarré avec la lecture par le secrétaire général de l'institution des tests fondant juridiquement la présente cérémonie de prestation de serment des membres de la haute juridiction en matière constitutionnelle. À sa suite et tour à tour, le secrétaire général de l'Assemblée nationale et le secrétaire général du gouvernement ont présenté les actes par lesquels le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, ont désigné les sages de la 7e mandature. Fraternité ajoute qu'après avoir pris acte des serments respectifs des 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, le président Patrice Talon les a félicités pour leur choix et leur a exprimé sa gratitude et celle du peuple béninois pour avoir accepté d'assumer cette charge. Il a également remercié leurs prédécesseurs pour le travail abattu durant leur mandat. En titrant les nouveaux sages face à de grands défis, l'autre quotidien souligne qu'ils ont juré devant le chef de l'État, Patrice Talon, et les membres du bureau de l'Assemblée nationale d'accomplir leur mission conformément à la Constitution. Ils entrent en fonction au moment où la haute juridiction célèbre son 30e anniversaire et dans un contexte où presque partout sur le continent africain, les cours et conseils constitutionnels sont incompris, vivement critiqués ou vilipendés pour leurs décisions à caractère politique. En attendant ces grands défis, le président de la Cour a été désigné ainsi que le vice-président. L'événement précis estime qu'après la prestation de serment des 7 nouveaux membres, le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle 7e mandature ont été désignés. Dans un communiqué de presse du secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa est le nouveau président de la Cour constitutionnelle 7e mandature et Nicolas Sogba, le vice-président de cette haute juridiction. Bénin Intelligent écrira que l'ascension de Dorothée Sosa à la tête de la haute juridiction a peu surpris. Sur les 7 visages de la nouvelle mandature, il dominait les pronostics et passait largement comme le plus habilité au regard de son riche profil et son parcours pluriel, même si dans l'ensemble, tous répondent à la trilogie qualité intellectuelle, compétences et parcours professionnel. Fraternité pense que Dorothée Sosa est un président attendu au carrefour de la démocratie. En soulignant que Dorothée Sosa prend le maillet et confirme les pronostics, Matin Livre ajoutera que la 7e mandature commence comme la 6e. L'autre sujet qui passionne et les Béninois et les publications du jour, c'est la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères en la personne de Cheikh Bakary. Olusegun Bakary, le nouveau patron de la diplomatie béninoise, affiche en premier titre le matinal qui pointe que titulaire d'un master en mathématiques et d'un autre en finance, le nouveau ministre des Affaires étrangères a démarré sa carrière en France au groupe Société Générale dans la direction financière et de la stratégie, avec la charge de la supervision des activités de banque et d'investissement. Il a été par la suite banquier senior en charge des grands groupes du secteur automobile français et enfin directeur du financement structuré Afrique avec la charge de la couverture du Nigeria et des pays d'Afrique australe. Fraternité affiche l'album photo du nouveau gouvernement dans lequel apparaît celui-ci et titre en une Cheikh Bakary, nouveau patron de la diplomatie béninoise. Nord-Sud quotidien se penche déjà sur le premier chantier qui attend le nouveau patron de la diplomatie béninoise et qui est l'organisation de la rencontre que le chef de l'État tiendra ce jour avec les ambassadeurs du Bénin en poste à l'étranger. Suite à la dite rencontre, on apprend que la carte diplomatique du Bénin connaîtra un réajustement. À ce niveau, Cheikh Bakary devra réussir là où son prédécesseur a échoué, fait remarquer le journal. Le Soleil Bénin Info pense que la nomination de Cheikh Bakary comme nouveau patron de la diplomatie béninoise est tout sauf relevant du hasard. À y voir de près, c'est une nomination intelligente. En procédant ainsi, c'est un bon signal que Patrice Talon envoie aux grands voisins de l'Est.
L'arrivée de Bola Tinubu au pouvoir va induire une nouvelle ère de diplomatie économique au Bénin. Réputé proche du nouveau président nigérien, Shegun Bakari apparaît comme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour contribuer à normaliser les rapports entre le Bénin et le Nigeria pour notre décollage économique. Pour l'autre quotidien, l'oiseau rare était juste à côté pour un objectif déjà connu. Un bras armé de la diplomatie économique au cabinet du président de la République, en ce sens que ses fonctions l'obligeaient à tenir un bout très important du double mandat assigné à la diplomatie béninoise, celui de sa fonction traditionnelle et celui cher à la vision du chef de l'État, Patrice Talon, la mobilisation de ressources au service du développement. Un carnet d'adresses fourni pour la promotion du Bénin comme un pays attractif, une terre d'opportunités où se font de gros efforts pour l'amélioration du climat des affaires, quid de la coopération. Et puis fini le recouvrement manuel des droits de place dans les marchés gérés par la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin, souligne Bénin Intelligent, qui relate que lundi matin, les agents intervenant dans la chaîne de recouvrement des droits de place à la SOGEMA, soutenus par Bénin FinTech, assistant technique du projet, se sont rendus dans le marché Gbagbanou au titre de la phase pilote qui dure 6 mois. Ils ont procédé à l'attribution des cartes aux usagers du marché et à la fixation d'autocollants sur les équipements. Sport avec fraternité qui constate que l'entraîneur Guéher Notre-Ror rajeunit l'effectif des Guépards du Bénin. Le journal souligne que la deuxième liste de Guéher Notre-Ror en tant que sélectionneur des Guépards marque son empreinte et traduit sa vision de rajeunissement de l'équipe. On est là pour préparer l'avenir. Je pense qu'il faut penser plus à l'avenir, a-t-il clairement indiqué en conférence de presse. L'effectif annoncé mardi 6 juin présente une moyenne d'âge de 24 ans 56 contre 22 ans 2. Lors de la dernière convocation, on compte sur cette liste 5 jeunes joueurs de moins de 20 ans contre seulement 2 convoqués en mars dernier. Ces jeunes se retrouvent dans tous les compartiments de jeu. Merci d'avoir été à l'écoute. Deux actualités donc d'hier à ce matin à Cotonou, l'installation et puis l'élection des membres de la nouvelle équipe de la Cour constitutionnelle. Vous avez les avis de différents citoyens dans les colonnes de fraternité, mais aussi et surtout de quelques membres de la nouvelle Cour, notamment à la page 4. Il y a l'avis du professeur Dandi Nyamou, membre de la Cour par exemple. Il y a aussi l'avis de Mathieu Adovi, membre aussi de l'équipe. Et surtout de Dorothée Sousa, nouveau président de la Cour constitutionnelle, qui dit « Nous sommes des enfants fidèles du Bénin. Nous allons assumer nos responsabilités comme le peuple béninois l'aurait souhaité. » Quelqu'un qui dit notamment Hubert Clotoé que les nouveaux sages tranchent en termes de décision avec équité, justice, en toute impartialité. La barre ou l'horizon 2026 est dans les visées. Puis la seconde actualité, c'est la nomination donc d'un nouveau ministre des Affaires étrangères en la personne de Shegun Bakari. Fraternité revient aussi sur la question achetée le journal. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. La journée pour penser un peu à la qualité de ce que nous consommons. Nous devrons faire attention à tout ce qui est mis sur le marché. C'est pour notre santé. Puis, nous sommes mercredi, Conseil des ministres. C'est aujourd'hui donc qu'aura lieu certainement le baptême de feu du tout nouveau ministre des Affaires étrangères. On va sur tout cela, on vous en rend compte dans les grandes éditions d'information de Canal 3 Bénin. Le rendez-vous, le tout premier, c'est à la mi-journée à 13h par exemple. Le second à 19h30, c'est l'édition vespérale. En attendant, moi je veux dire bonne journée. On va se voir demain pour un autre numéro d'Actu Matin. D'ici là, vous portez très bien.